Compromis, accord, coalition, main tendue, union nationale, la France découvre depuis dimanche soir un vocabulaire politique qui n'était pas dans ses habitudes après les résultats des élections législatives. Peut-il présider? C'est la une du magazine Le 1 Hebdo, notre partenaire. Comme chaque vendredi, on retrouve son rédacteur en chef. Il est avec nous, Julien Bisson. Bonsoir. Bonsoir Marion. Et nous avons évidemment tenté de répondre à cette question. Peut-il présider avec nos invités? Je vous les présente. À ma droite, Didier Maus. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes conseiller d'État et expert en droit constitutionnel. Votre science va nous être fort utile. Olivier Mongin, vous êtes essayiste. Bonsoir. Vous avez été directeur de la revue Esprit et vous êtes co-auteur de ce livre Macron à contretemps aux éditions Bayard. Et enfin, Pauline Véron. Bonsoir madame. Vous êtes avocate, vous aussi en droit public, donc vous connaissez le sujet, et coprésidente de Démocratie Ouverte. Si je résume, une association qui œuvre à une démocratie plus transparente et collaborative. Exactement. C'est bien ça? Bien. Alors, on va faire un premier tour de table. D'abord, peut-être sur le constat qui s'est imposé à vous. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022. On a parlé de claques, de revers, de déroute. Libé a même titré la gifle. Est-ce que, selon vous, Didier Maus, pour commencer, est-ce qu'on a employé le bon vocabulaire pour décrire ce qui se passait en France cette semaine, entre guillemets? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu exagéré? Le vocabulaire, c'est un choix très personnel et on peut faire écrire à peu près ce qu'on veut. Ce qui est vrai, c'est que c'est une défaite pour M. Macron, ça c'est clair. Bon, et que c'est la première fois qu'on se trouve devant une situation où il n'y a pas de majorité apparente, en tout cas à l'Assemblée nationale, ni une majorité positive pour le président, ni une majorité alternative, par exemple, dans les périodes de cohabitation, ni une majorité relativement forte, ce qui avait été le cas avec Michel Rocard en 1988. Bon, il manquait une dizaine de sièges. Là, il en manque 45. C'est pas du tout la même chose en termes d'équation. Et ce qui est clair, c'est que l'arithmétique parlementaire, c'est-à-dire le rapport de force dans l'hémicycle, reprend de l'importance. Olivier Mongin, Didier Maus nous dit que c'est une situation inédite. Est-ce que ça veut dire que c'est une situation problématique? Oui, enfin, moi je dirais situation inédite, encore faut-il bien la situer selon moi. Il y a le problème lié au Parlement, moi je ne suis pas juriste et tout ça est fondamental. Il y a ce qui va pouvoir se faire dans le cadre de la démocratie parlementaire, et c'est décisif, par rapport à d'autres modes de démocratie qui ont pu être institués. Moi, ce que je retiens quand même du deuxième tour, et ce qu'on n'a quand même pas du tout mis en avant après le premier tour, et ce qui était déjà très sensible, ce qu'on vous montrait dans la revue 1, c'est quand même... Attendez, je vais vous couper, je regrette, je vais vous couper un instant. On va écler Joe Biden qui s'exprime depuis Washington à propos de l'avortement aux États-Unis, remis en cause. Un moment peu solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a expressément privé les Américaines d'un droit. Ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. Il y a 50 ans, l'arrêt Roe contre Wade a été promulgué. C'est puis la loi dans notre pays. Cet arrêt a permis aux femmes de choisir, aux femmes de prendre une décision incroyablement personnelle avec leur médecin, libre de toute influence politique. Cela a réaffirmé le principe de base d'égalité, que les femmes ont le droit de choisir leur propre destin. Et cela a renforcé un droit fondamental à la vie privée. Le droit de chacun d'entre nous de choisir comment nous souhaitons vivre notre vie. Aujourd'hui, avec la révocation de l'arrêt Roe v. Wade, soyons clairs, la santé et la vie des femmes dans notre nation sont aujourd'hui menacées. En tant que vice-président, en tant que chef du comité judiciaire, en tant que président et vice-président, je me suis penché sur cette question. J'ai également vu plus de confirmations de juges à la Cour suprême. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que l'arrêt Roe contre Wade était une bonne décision. En principe, c'était la bonne interprétation de la Constitution et cela permettait aux familles d'avoir une certaine autonomie. C'est une décision, c'est un arrêt sur un sujet complexe. Trouver le juste équilibre entre le droit d'une femme de choisir au début de sa grossesse et la capacité du droit de l'État de réglementer la partie suivante de sa grossesse. La plupart des Américains croyants ont trouvé cette décision acceptable. C'est la loi dans notre pays depuis très longtemps.
Et c'était un principe constitutionnel respecté par les juges nommés par des démocrates et des présidents républicains également. L'arrêt Roe contre Wade a été une décision de 7 contre 2, décidée par des juges de la Cour suprême nommés par Nixon, entre autres. Depuis, des juges ont été nommés, des juges républicains ont été nommés, ou des juges ont été nommés par des présidents républicains. Et ces juges ont été d'accord pour faire respecter l'arrêt Roe contre Wade. Ce sont 3 juges nommés par un président, Donald Trump, qui ont aujourd'hui fait pencher la balance et ont supprimé ce droit fondamental pour les femmes de notre pays. Ne vous méprenez pas. Cette décision est le résultat d'un effort de longue haleine, de décennies d'efforts pour perturber l'équilibre de notre droit. C'est la réalisation d'une néologie extrême et d'une erreur tragique de la Cour suprême à mon sens. La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines qui bénéficiaient de ce droit. La décision de la Cour suprême aura un impact et de nombreuses conséquences. Certaines lois interdisant l'avortement vont entrer en vigueur dès aujourd'hui, mettant ainsi en danger la vie de nombreuses femmes. Et les femmes sont aujourd'hui punies lorsqu'elles cherchent à protéger leur santé. Aujourd'hui, des femmes, des filles sont obligées de porter l'enfant du violeur qui les a mises enceintes. Vraiment, j'en perds mes mots. Les médecins vont être criminalisés, vont être pénalisés alors qu'ils font leur travail. Imaginez un peu. Imaginez qu'une femme doive porter l'enfant d'une grossesse, avec une grossesse étant le résultat d'un inceste. Sans le choix, et très souvent, ce sont les femmes les plus pauvres qui vont être le plus impactées. C'est cruel. Aujourd'hui, on voit que la Cour a pris cette décision sur la base de lois qui dataient du 19e siècle. C'est un retour en arrière. C'est une triste journée pour notre pays aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que le combat est terminé. Je tiens à être très clair et sans aucune ambiguïté vous dire la chose suivante. La seule manière d'assurer aux femmes le droit de choisir et la seule manière d'assurer cet équilibre passera par le Congrès. Le Congrès doit restaurer l'arrêt Roe contre Wade et en faire une loi fédérale. Le Congrès a ce pouvoir. Aujourd'hui, les électeurs et électrices doivent se faire entendre. À l'automne, vous devez voter pour plus de représentants qui respectent le droit de choisir pour les femmes. Votez pour plus de chefs, pour plus de représentants qui protègent ce droit. Nous devons restaurer la protection de Roe contre Wade. Votez pour des représentants qui vont assurer ce droit. Cet automne, à l'automne, lors des élections de mi-mandat, c'est l'arrêt Roe v. Wade qui sera en jeu. Le droit à la vie privée, à l'égalité, tout cela sera mis en jeu lors des prochaines élections. En attendant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le droit des femmes dans les États où les femmes sont confrontées aux conséquences de cette décision. La décision de cette Cour jette une ombre sur de nombreux États. Certains États reconnaissent encore le droit des femmes de choisir. Et donc, si une femme vit dans un pays avec des restrictions à l'avortement, la décision de la Cour suprême n'empêche pas cette femme de voyager de son État à un État voisin où elle pourra subir une IVG. Les médecins dans cet État pourront s'occuper d'elle. Les femmes doivent être libres de voyager en toute sécurité dans un autre État pour obtenir des soins de santé. Mon administration protégera ce droit fondamental.
Peu importe, si un représentant cherche à limiter le droit au déplacement de certaines femmes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre contre cette attaque non américaine. Mon gouvernement protégera également l'accès des femmes aux médicaments approuvés par la FDA, l'administration des médicaments, et permettra aux femmes d'avoir accès à un avortement médicamenteux. Il y a un médicament approuvé par la FDA qui permet de mettre un terme à une grossesse et qui est très souvent utilisé pour traiter les fausses couches. Certains États déclarent qu'ils essaieront d'interdire ou de restreindre l'accès à ces médicaments et à ces avortements médicamenteux. Mais les gouverneurs extrémistes cherchent à bloquer l'accès des femmes en suivant les données de suivi du cycle menstruel, par exemple. Ces gouverneurs sont totalement en décalage avec la majorité des Américains. L'association américaine des médecins, les différentes associations de gynécologues m'ont écrit à moi et à la vice-présidente pour insister sur le fait que ces lois ne sont pas basées sur des faits tangibles et nous ont demandé de protéger l'accès à ces soins de santé. En limitant l'accès à ces soins de santé, la mortalité maternelle atteindra des sommets aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que les médecins ont dit. Aujourd'hui, j'ai demandé au ministère de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces médicaments soient disponibles. Et les politiques ne peuvent pas interférer dans une décision qui doit être prise entre une femme ou par une femme et son médecin. Mon administration restera vigilante quant aux implications de cette décision. Je vous ai déjà prévenu les risques pour la vie privée portés par cette décision. C'est parce que Roe reconnaissait le droit fondamental à la vie privée. L'arrêt Roe v. Wade est la base de tant de droits que nous considérons aujourd'hui comme acquis. Des droits qui sont partie prenante et qui sont ancrés dans notre démocratie. Le droit de prendre la meilleure décision pour votre santé. Le droit d'utiliser, par exemple, le droit d'utiliser des contraceptifs. Le droit d'épouser la personne que l'on aime. Le juge Thomas s'est exprimé aujourd'hui et a demandé à revoir le droit de prendre ses propres décisions en matière de contraception, le droit d'épouser la personne que l'on aime. C'est une route dangereuse que l'on emprunte. Pour conclure, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, j'exhorte tout le monde, peu importe à quel point vous croyez en ce sujet, je vous demande de continuer à manifester dans la paix. La paix, la paix, la paix. Aucune intimidation. La violence n'est jamais acceptable. Les menaces et l'intimidation ne sont pas des déclarations. Nous devons faire front contre la violence, peu importe vos arguments, peu importe vos convictions. Et deuxièmement, je sais que bon nombre d'entre nous sont déçus par cette décision. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être confrontées à des situations très difficiles. Je vous entends. Je vous soutiens. Je suis à vos côtés. Les conséquences et le consensus du peuple américain, les principes cœur d'égalité, de dignité, de la stabilité de l'État de droit exige que l'arrêt Roe contre Wade ne soit pas révoqué. Mais la majorité conservatrice de la Cour suprême a montré à quel point elles sont éloignées de la réalité de ce pays. Aujourd'hui, les États-Unis s'éloignent des autres pays développés. Mais cette décision ne sera pas un point final. Mon administration utilisera tous les pouvoirs à sa disposition. Le Congrès doit agir. Et avec votre vote, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le dernier mot. Le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup. Je reviendrai dans quelques semaines. Voilà, un jour triste pour le pays, le commentaire de Joe Biden après cet arrêt de la Cour suprême américaine qui révoque donc le fameux arrêt Roe contre Wade qui
autorisait l'avortement aux États-Unis. Désormais, on retourne 50 ans en arrière et chaque État devra décider d'autoriser ou non ce droit. C'est un droit fondamental pour la vie privée. C'est la vie des femmes et la santé des femmes qui est en danger, a déclaré notamment le président américain. Nous sommes en liaison avec Dominique Simonet par Skype. Bonsoir, vous êtes journaliste et écrivain et spécialiste des États-Unis. Dans le même moment, pendant que Joe Biden s'exprimait, Donald Trump lui a tweeté « C'est la volonté de Dieu ». Que retenez-vous de cette journée et notamment de cet affrontement de deux discours diamétralement opposés ? On voit justement une Amérique extrêmement divisée, mais il faut pas croire pour autant que ça se partage en part égale. La décision que vient de prendre la Cour suprême est une décision minoritaire. La grande majorité des Américains ne voulaient pas remettre en cause ce droit pour l'avortement. On a là l'effet d'un exercice extrêmement partisan de cette autorité qui est, hélas, l'autorité suprême aux États-Unis, mais qui est utilisée à des fins religieuses, partisanes, par une frange des républicains qui est partie dans une dérive extrêmement fondamentaliste et très inquiétante, parce qu'au même moment, il libéralise encore plus le port d'armes, et au même moment, on a l'un des juges qui dit qu'il va bientôt s'attaquer au droit au mariage gay et à d'autres acquis sociaux. Une de mes filles me disait tout à l'heure, en fait, maintenant, les jeunes femmes américaines vont avoir moins de droits que leur mère. Vous vous rendez compte ? Oui, 50 ans en arrière, Joe Biden a eu raison de souligner ce fait. C'est un recul incroyable des droits des femmes et de l'égalité des citoyens. Et justement, pour appuyer ce que vous dites, on voyait les images de manifestations, parce qu'il y a d'ores et déjà des manifestations à Washington devant la Cour suprême. Alors, on était avec Didier Moss, vous êtes constitutionnaliste, spécialiste de la Constitution française. Restez avec nous, bien sûr, Dominique Simonet. Mais la Constitution américaine, quand Joe Biden dit qu'il l'appelle au Congrès, qu'il en appelle au Congrès, il a quel moyen d'agir contre une décision de la Cour suprême ? Il a le moyen d'agir, c'est d'essayer qu'il y ait une loi fédérale qui autorise l'avortement, en tout cas qui laisse la liberté aux États de l'organiser. Alors, vous savez que la procédure législative américaine est très différente de la procédure française. Ce n'est pas le président qui propose les lois, ce n'est pas le gouvernement, ce sont des parlementaires. Bon, donc il trouvera des parlementaires pour le faire. Mais compte tenu de l'équilibre très, très ric-et-rac qu'il y a actuellement au Sénat et à la Chambre des représentants, à mon avis, il n'y a aucune chance que ça passe avant les élections du mois de novembre. Bon, et qu'est-ce qui sortira des urnes au mois de novembre, voilà. Donc, ce que je voudrais également signaler, c'est que, je réagis à chaud, là, mais je n'ai pas le souvenir d'un président des États-Unis critiquant aussi vite une décision de la Cour suprême. Dire, là, on vient d'entendre Joe Biden, c'est très très fort ce qu'il a dit. Il a dit vraiment, vous êtes comportés comme des gens qui ne connaissaient pas la situation américaine. Une décision rendue à 6-3, la même majorité qu'hier. Et c'est là où il y a un changement. Et je voudrais simplement rappeler une anecdote qui montre que le climat a changé. Il y a une vingtaine d'années, la question a déjà été posée à la Cour suprême, est-ce qu'il faut révoquer la jurisprudence Roe ? Et il y avait une membre de la Cour suprême, Mme O'Connor, qui était conservatrice, qui à titre personnel était anti-avortement, mais qui avait voté pour le maintien de la jurisprudence. Alors évidemment, puisque les votes sont publics, on sait ce qu'on va. Et on lui avait posé la question, mais comment ça se fait que, compte tenu de vos positions personnelles, vous avez voté pour le maintien de la jurisprudence ? Et elle avait répondu, dans ma position, ce n'est pas mon avis qui compte, je rends la décision la meilleure pour la société américaine. Voilà. Et c'est là, en réalité, que les choses ont changé. Mais on n'était pas à l'époque à 6-3, je sais pas à combien on était, est-ce que c'était 4-5, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'est très différent comme ambiance de ce qu'il a. Et un certain nombre de juges d'aujourd'hui considèrent qu'ils ont pour mission, effectivement, de transmettre, de faire appliquer un message politique qui n'est pas du tout nouveau. Il ne faut pas croire que on découvre ça aux États-Unis. Pas du tout. Bon, je regardais l'année dernière, le 6 janvier, les images du Congrès, c'était affolant. Ce qu'on a présenté comme étant le nec plus ultra de la démocratie, on avait l'impression d'être n'importe où. Et justement, ce qu'on peut redouter, Olivier Mongin, c'est le symbole américain. C'est-à-dire que si les États-Unis renoncent sur ce droit, tous les autres pays qui ne sont pas déjà favorables, enfin tous ceux qui pourraient vouloir je vois que Pauline Véron hoche la tête, alors je vais me tourner vers vous.
Oui, tout à fait. C'est évidemment une décision catastrophique pour le droit des Américaines, mais peut avoir des conséquences très graves dans plein d'autres pays qui sont en train de remettre en cause le droit à l'avortement ou qui ne veulent pas céder face à des demandes de leur société d'évoluer sur ce point et de pouvoir s'appuyer sur cette décision très symbolique, très forte qui vient des États-Unis pour ne pas avancer ou même pour reculer eux-mêmes. C'est très grave aussi pour cela. On peut penser par exemple à la Hongrie ou la Pologne, qui sont, où on est sur le fil du rasoir, pour ne pas dire du mauvais côté. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, c'est une décision antilibérale. La jurisprudence antérieure laissait la liberté. Là, on restreint la liberté. Et de la part de la Cour suprême, ce n'est pas du tout dans le panégyrique habituel que l'on dresse de cette honorable institution. Olivier Mongin. Oui, non, parce que je voulais dire à un moment où ce qu'on appelle l'antidémocratie intervient depuis un monde non démocratique. Il est très important de comprendre aujourd'hui, et on le voit aussi en France, ça pose des véritables questions, que la question de la démocratie est très fragilisée. Et je voudrais quand même rappeler que la démocratie, c'est le peuple électeur, c'est l'autorité du peuple qui donne, c'est le peuple qui fait autorité au pouvoir, c'est l'état de droit et c'est les droits de l'individu. Mais l'état de droit sans les droits de l'individu et sans l'autorité, c'est un ternaire. C'est un ternaire, c'est pas le droit ou le politique. Et c'est ça la grande question. Il faut quand même se remettre à réfléchir un petit peu sur ce que sont les structurants de la démocratie. Dominique Simonet, vous avez entendu ce qu'on vient de dire à propos de ce discours de Joe Biden et de cette décision. J'ai oublié la question que je voulais vous poser, donc je vous laisse la parole. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est aussi l'effet d'une attaque contre la démocratie qui est orchestrée depuis plusieurs années par Donald Trump. C'est lui qui a nommé 3 juges ultra-conservateurs qui ne respectent pas leur mission. Didier Mauss l'a dit tout à l'heure. Un juge à la Cour suprême doit être impartial, il doit être au-delà de l'esprit partisan. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et Donald Trump a multiplié les coups de force pour pouvoir changer la configuration de cette Cour suprême et la rendre, en fait, non représentative de l'opinion américaine. La majorité des Américains, je le répète, ne voulaient pas cela. Donc on a un problème important de la démocratie américaine qui est bloqué, qui est très divisé, qui est tiré du côté républicain par une frange très extrémiste, avec des élus qui sont manipulés, qui sont payés par la NRA et qui maintenant libéralisent le port d'armes alors que tout le monde pleure encore la dernière fusillade. Et on a une Amérique qui a un grand besoin d'essayer de se changer. La grosse difficulté, c'est que c'est très difficile pour les institutions de se changer elles-mêmes. Joe Biden le dit, il n'y a une seule voie, c'est les élections. Il faut que le Congrès ait une majorité suffisamment forte pour pouvoir imposer des lois, et on le verra aux élections de mi-terme, mais pour l'instant, ça n'en prend pas vraiment le chemin, hélas. Quand il dit que la bataille n'est pas terminée, il a quelques atouts dans sa manche, Joe Biden, pour revenir en arrière là-dessus ? Oui, il peut faire voter une loi fédérale. Il peut effectivement essayer de convaincre. Écoutez, au même moment, en ce moment, on a un accord bipartisan qui était assez inespéré pour essayer de contrôler un peu les armes au Congrès, au moment où la Cour suprême fait l'inverse. C'était assez inespéré. Il y a une dizaine de républicains qui ont voté avec les démocrates. Donc, il y a un petit espoir bipartisan est possible. Est-ce que c'est possible pour l'avortement ? Ou pourquoi pas? Dans ce cas-là, oui. C'est effectivement à la Chambre et au Sénat d'agir et d'essayer de retrouver une majorité avec peut-être des républicains, parce qu'il y en a quand même des républicains qui sont aussi fanatiques que les 3 juges en question à la Cour suprême. Merci beaucoup en tout cas Dominique Simonet d'être venu nous éclairer après ce discours de Joe Biden, donc suite à cet arrêt de la Cour suprême américaine. Merci à tous, on se retrouve à 19h30 pour ce débat sur le 1 et sur Emmanuel Macron peut-il présider. D'abord on va faire un détour par la météo avant un prochain journal. À tout à l'heure messieurs.